Et bonjour à tous les internautes, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la chaîne Twitch de Science et Avenir, Science et Avenir, le vénérable magazine de vulgarisation scientifique, Science et Avenir, la recherche. Donc voici le dernier numéro actuellement disponible chez tous les marchands de journaux, aussi disponible en version numérique, hein, parce qu'on est à la page. Science et Avenir est tellement à la page que nous sommes aussi sur Twitch depuis depuis le mois de janvier. On a lancé cette chaîne Twitch qui nous permet toutes les semaines d'émettre en quotidien, en hebdomadaire pour une discussion en direct avec un scientifique, une scientifique sur des thèmes qui sont complètement variable d'une semaine à l'autre. On a pu parler des araignées, on a parlé de la matière noire, on a parlé de la médecine légale, on a parlé des ondes gravitationnelles et de la science des rêves. Et depuis 2 mois, on fait une opération un peu spéciale puisque ce direct sur Twitch nous donne l'occasion de vous expliquer la façon dont on travaille dans la rédaction de Science et Avenir, la recherche. C'est une rédaction de journalistes. On est une trentaine de journalistes à œuvrer tous les jours pour produire ce magazine mensuel, pour faire le trimestriel Science et Avenir, le trimestriel La Recherche, ce MOOC, ce magazine livre qui est disponible aussi en librairie, pour écrire le site web quotidien qui tous les jours cartographie l'actualité des sciences avec les papiers qui sont faits par nos journalistes. Et donc, depuis 2 mois, on a décidé d'ouvrir une petite fenêtre sur la rédac pour faire un gros plan sur la façon dont nous travaillons, en prenant évidemment l'exemple du dernier magazine en kiosque et chez les marchands de journaux. Je le rappelle, c'est celui-là sur le vaccin contre le cancer. Donc, dans le cadre de cette émission, eh bien, écoutez, on va vous présenter plusieurs membres éminents de cette équipe. On va être avec Mathieu Novak, qui est le rédacteur en chef du mensuel. Bonjour Salut Mathieu. Olivier, bonjour à tous, bonjour. Alors Mathieu, à qui je vais laisser la parole, laisser la main tout à l'heure, puisque c'est lui qui va animer cette émission. Il sera dans une première partie. Alors on dit bonjour à Nerolfdel. Nerolfdel, qui est un pseudo que je commence à voir régulièrement. Donc c'est un vétéran. Un vétéran de notre chaîne, c'est bien, dit Hugo Jalinière, donc c'est très très bien, oui. Et alors Hugo Jalinière, voilà, qui est journaliste, qui est chef des actus et qui est quand même spécialisé sur les questions médicales. Hugo, il a co-signé le dossier de couverture, que je rappelle, voilà, vaccin contre le cancer. Il sera dans la première demi-heure avec notre consoeur Camille Gobert, qui n'est pas là tout de suite parce qu'elle est sur le terrain Coco, il n'y a que ça de vrai, évidemment, hein, pour ramener des infos, de la bonne info. Camille, elle devrait arriver d'ici un quart d'heure et elle pourra... Et non, Camille, elle est... Voilà, c'est ça, l'actu, les aléas du direct, c'est diabolique, elle doit être... sur un dossier délicat, une interview qu'on a du mal à ficeler, c'est comme ça que ça se passe, voilà. Et alors, on l'attendait pour la première demi-heure, elle pourrait être là qu'à partir de 18h. Alors, ça nous impose de changer notre fusil d'épaule. Je crois qu'on va plutôt commencer, je ne sais pas, comme vous voulez, on pourra commencer par le... Alors, donc, normalement, première demi-heure, on devait parler du dossier sur les vaccins contre le cancer avec Hugo Jalinière et Camille Gobert. Deuxième partie, deuxième demi-heure, un gros plan sur un des métiers qui font la rédaction. Et là, on est avec Jean-Louis Gilabert. Bonjour à tous. Qui s'est endormi. Non, il est là, et voilà, Jean-Louis Gilabert, qui va nous parler de la direction artistique. Il est directeur artistique du MAG, et il va nous expliquer comment on met en image toutes les infos de nos journalistes. Et dans la dernière partie, avec Mathieu, on allait discuter d'un autre sujet qui est au sommaire de ce magazine, c'est le mégalodon, ce merveilleux mégalodon. Alors, comment on fait, Mathieu? Est-ce qu'on commence par... On va commencer un petit peu par parler peut-être du journal. Bienvenue à tous. Merci Olivier pour cette introduction. Je suis un petit peu intimidé puisque ça fait 6 mois qu'avec notamment Philippe Pajot, vous animez ce Twitch brillamment toutes les semaines. Alors j'en profite pour faire un petit peu de pub. Vous pouvez tous les retrouver en replay. Vous tapez
Vous tapez twitch.tv. Hop. Non, pas twitch.tv. Vous tapez, voilà, regardez, je l'ai fait là. Je ne sais pas si vous voyez ma fenêtre. Vous tapez Science et Avenir, Twitch dans Google. Là, ici, vous avez un lien Twitch, Science et Avenir. Et là, vous avez tous les replays, les coulisses, tout savoir sur les rêves, sur les ultrasons, avec 2 chercheurs éminents, Mathias Fink et Michael Tanter. Bon, vous avez toute la série ici, donc vous pouvez tout revoir. Et donc, je suis là avec l'héritage de ces pages. C'est un peu intimidant. Aujourd'hui, donc, on va parler de notre dernier numéro, qui est ici. Alors voilà, ça c'est le mensuel. On sort ça tous les mois. Alors la couve, vaccin contre le cancer, on en parlera tout à l'heure. C'est toujours, c'était gonflé de faire là maintenant, alors qu'on est plutôt, on en a plutôt marre des vaccins. On a envie de penser d'autre chose que l'été arrive, mais on s'est dit que peut-être au contraire, comme les vaccins sont revenus sur le devant de la scène, c'est peut-être le moment de montrer que c'est aussi peut-être une solution d'avenir pour soigner bien des choses. Donc on vous en parlera tout à l'heure avec Hugo et donc Camille quand elle nous rejoindra. Mais tiens, je vous montre un petit peu de coulisses tout de suite. Voilà, hop, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un chemin de fer. Donc c'est le chemin de fer du numéro de juin, donc là, et j'essaie de mettre face à la caméra. Alors vous avez ici le déroulé de tous les papiers. Alors ça c'est quand on bosse. Ah, j'ai cru que tu avais montré celui de juillet-août. Non, je vous en ferai un mot tout à l'heure. Voilà. Donc, au début vous avez la séquence d'actu dont s'occupe Hugo. Après on a le dossier qui est là. Et après, on a la suite des papiers. Alors, tous les mois, on vous propose des papiers en sciences fondamentales, c'est aussi bien de l'astro que de la physique, des papiers en santé, des papiers en nature, des papiers en histoire, et à la fin, on fait un tour de librairie, d'expo à voir, de choses comme ça. Donc voilà, ça, c'est notre outil de travail. Ça, c'était la version 2 du 15 avril. Et version 5 du 7 juin, ça a un peu évolué, mais surtout après... Une fois que les papiers... Ah, mais c'est pas le bon, ça, c'est juillet-août. Ah. Alors ça, c'est très bien que je suis tombé là-dessus sans faire exprès, c'est qu'on est dans un état de fatigue un peu avancé, parce que comme vous pouvez le voir, ça c'est le juillet-août, donc je mets un peu ma main devant pour cacher un peu le secret, mais vous voyez qu'il y a des croix un peu partout, et il y a encore des pages là-haut qui ne sont pas finies, et c'est ce qu'on est en train de faire, on est dans la dernière ligne droite, et donc on est un peu fatigué. Donc, on va avoir de chemin de fer, Mathieu, je te coupe et je vous montre un chemin de fer d'une petite fille, c'est la fille d'Isabelle, notre icono, qui m'a fait ça une fois, un magnifique... Oh. Un magnifique chemin de fer. C'est mignon. Et celui-là, magnifique. C'est collecteur. Et sur le fond d'écran que vous voyez derrière en flouté, qui a été concocté par Valentin. Salut Valentin. Vous savez, on a oublié de dire que Valentin était dans les coulisses. Valentin, sans qui rien ne serait possible ici, qui est notre community manager. Ça, c'est pour le titre, mais bien plus, c'est celui qui interagit tous les jours avec vous, qui met en avant nos contenus, qui vous répond, qui est vraiment notre lien avec toute la communauté. Donc là, peut-être que vous voyez derrière, il y a derrière nos têtes, il y a en fait l'équivalent du chemin de fer, mais avec les pages fabriquées. On appelle ça un mur. Et donc on voit le journal comme ça qui se fabrique. Donc le mur du numéro de juillet-août est assez avancé. Mais on va revenir au daté juin. Donc ouais, Olivier, si tu veux bien, tu nous as offert un papier absolument extraordinaire sur l'une de tes passions, le mégalodon. Alors le mégalodon, rien que le nom fait rêver. Qu'est-ce que c'est qu'un mégalodon ? Alors oui, écoutez, c'est une bonne façon de rentrer dans ce numéro, parce qu'on va rentrer par la fin. Il y a beaucoup de gens qui lisent les journaux par la fin. Ouais, on est 84% de droitiers en France, et en fait, c'est plus facile de tenir par la main gauche, comme on est plus à droite de la main droite, et de tenir comme ça, ce qui explique qu'on a tendance à commencer par la fin. Ah, c'est la raison. Ben oui, c'est maintenant que tu le dis, ça paraît limpide, effectivement. Donc, je m'étais toujours posé la question. Les Japonais lisent leur manga, pour nous, comme on dit, à l'envers, mais en fait, c'est tout à fait à l'endroit. Hein. Leur manga, et pas que leur manga, tous leurs livres, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mégalodon ? C'est presque plutôt un blockbuster hollywoodien, parce que le mégalodon qui fait l'objet d'un papier qui est au sommaire du numéro, c'est... alors, souvent, c'est présenté... Ah, tiens, on a un commentaire, Mathieu, regarde, de Zanto Perla qui est content d'avoir vu une interview d'Axel Kahn dans le numéro.
Axel Kahn, que l'on salue, qui est un homme admirable, qui a beaucoup contribué dans nos colonnes, avec qui Hugo a été justement souvent en contact. Et, Ah oui, ouais, c'est bon, mais il est là. En tout cas, j'étais pas au courant. Moi, je savais pas qu'il était touché par la maladie. Au moment où je l'ai eu, il a fait l'annonce une semaine, 10 jours après. Et en effet, alors on parle de source, mais c'est plus qu'une source parce que c'est vraiment un bonhomme qui apporte toujours quelque chose, qui a un regard humain sur les sujets, pas que techniques et scientifiques. Et ça, c'est une grande qualité qu'il a. Et ouais, on le salue très fort. Voilà, donc il nous a fait le plaisir de répondre à nos questions sans rien nous dire. En tant que président, à ce moment-là, quand on l'a interviewé, il était encore président de la Ligue contre le cancer, dans un grand dossier consacré au cancer et aux pistes futures contre le cancer. Et lui, avec beaucoup de pudeur, nous a répondu sans nous parler de son cas personnel et dévouant toujours son travail à la lutte contre le cancer. On le salue, merci beaucoup. Et nous aussi, on était très heureux de l'avoir. Et à l'avenir, amitiés. Et à l'avenir des ARN messagers pour la médecine. Voilà, c'est vraiment c'est étonnant parce que c'est lui qui justement nous ouvre une voie sur le long terme de l'avenir des traitements contre le cancer. Et hélas, apparemment, nous avons appris ensuite que lui-même est touché par la maladie et que sans doute il ne pourra pas suivre de près ses avancées. Olivier. Après cette parenthèse, merci beaucoup. En tout cas, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Il y a Xanto Perla, Marit 111. Bonjour Marit. Marit 111 aussi. C'était Xanto Perla qui nous N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment. Oui, on ne cache rien, on fait vœu de transparence. Voilà. Alors, je reviens, pardon. On a fait cette petite infographie pour te rendre la parole. Ça, c'est la taille d'un humain tel que nous. Et ça, c'est la bestiole qu'il y avait à côté, quoi. C'est un monstre, ce truc. C'est quoi, Olivier? Un monstre. Alors, on ne peut pas parler de monstre préhistorique parce que l'époque à laquelle vivait le mégalodon, c'est pas la préhistoire. La préhistoire, c'est à partir du moment où il y a des homos, le genre homo, hein, les ancêtres d'Homo sapiens. Là, on est encore plus tôt dans le passé, puisque le mégalodon, c'est un animal marin qui a vécu entre moins 26 millions d'années et moins 3 millions d'années. Il a disparu il y a 3 millions d'années. Donc, il n'a jamais pu croquer un baigneur. Hein, il n'y avait pas de baigneur. Par contre, il se nourrissait de baleines primitives, les baleines qui existaient à son époque. Et dans le graphique que tu montres, Mathieu, effectivement, on voit bien la différence d'échelle. Puisque il y a le petit baigneur que donc il n'a pas pu croiser. Par contre, à côté de lui, sur cette infographie, on voit un grand requin blanc, qui est un animal qui existe encore aujourd'hui, évidemment. C'est le requin des dents de la mer. Mais c'est un animal qui existait déjà à l'époque du mégalodon. Et il y a eu plusieurs discussions sur la taille que pouvait avoir le mégalodon. On a dit qu'il pouvait faire jusqu'à 20 mètres de long. Les dernières estimations parlent plutôt de 15 mètres de long. Et sur ce dessin, on voit que, en gros, il y a un rapport de 1 à 3 quoi, entre le grand blanc et le mégalodon. Et donc tu dis, il a disparu il y a combien de temps? Il y a 3 millions d'années. Il y a 3 millions d'années déjà. Ouais. Ouais, donc en fait, c'est juste avant que l'être humain en tant qu'espèce apparaisse, quoi. Oui, c'est ça. C'est dire à quel point on a du mal à s'en faire une représentation, d'autant plus que les seuls éléments dont on dispose aujourd'hui à propos du mégalodon, on va en parler dans notre échange, ce sont ses dents. Il n'y a plus que les dents. Alors, tu as vu, on a des coucous. Bonjour à Claire TH. Bonjour à... Ah, mais on a une jeune youtubeuse pleine de talent, là. Science de comptoir. Voilà. Salut. Salut, Science de comptoir. Quelle est notre morning routine? Elle nous dit. Elle ne sait pas parler français. C'est la première chose que tu fais le matin, j'imagine. Oui, alors, c'est pas mes cornflakes, c'est ce qu'on fait à la rédaction. À la rédaction. C'est vrai qu'on peut peut-être raconter ce petit moment, on fait une parenthèse là-dessus, mais il y a un moment important dans la vie de la rédaction, Mathieu, c'est
cette réunion du matin, là. Après les cornflakes, effectivement, Ouais. ouais. On se retrouve tous les matins. Ces dernières années ont marqué un grand tournant parce que quand tu es arrivé dans le journal, Olivier, tu as petit à petit constitué ton équipe pour faire le site web qui a décollé brillamment. Et finalement, on s'est rendu compte que tu traitais tes sujets d'un côté, nous on traitait parfois les mêmes dans le journal papier. Et puis à un moment, on s'est dit, on disperse nos forces. On est en train de s'intéresser aux mêmes choses avec la même passion, donc travaillons ensemble. Et on a fait quelque chose qui est pour un mensuel qui était une véritable révolution de mon côté, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on se voit tous les matins et on fait une réunion le matin, alors qu'il était un horaire assez variable. Et on s'est rendu compte que c'était à peu près à 10h42 qu'on se retrouvait. Ouais. Donc, c'est devenu la réunion de 10h42. Mm. Donc, tous les matins, la morning routine, c'était une réunion d'un petit quart d'heure, à 10h42, debout, où on se disait tous, chacun, ce qu'on a vu de passer dans l'actu, parce que notre aliment premier, notre véritable petit-déj tous les matins, c'est l'actu. Savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les sciences, pas que dans les sciences, mais dans les sciences pour Sciences et Avenir, et de quoi on a envie de parler, sur quoi on a envie d'enquêter, et d'échanger autour de tout ça. Alors forcément, avec le Covid et le télétravail, les choses ont changé, et on s'est déporté sur une plateforme de visioconférence, mais on a maintenu ce contact tous les matins qui est facultatif, obligatoire sur la base du volontariat. Donc, a priori, tout le monde est convié à venir, mais on a tous des obligations qui parfois nous en empêchent. Mais c'est vraiment un rendez-vous fort de notre rédaction où on échange, on dit de façon assez informelle, tiens, j'ai vu tel sujet, on a envie de partir là-dessus. Et c'est ainsi que, sans doute, un matin, tu nous as présenté, Olivier, un sujet sur les bébés mégalodons et comment comment probablement ils ont souffert du réchauffement climatique. Oui, oui. Et puis, alors, juste un truc par rapport au 42, parce que c'est vrai que cette réunion, cette conférence de rédaction du matin, il s'y trouvait qu'on la faisait en fin de un peu avant 11h. Donc, on s'est commencé à dire que c'était la 10h42. Et comme sur Twitch, les internautes sont amateurs de science-fiction, il faut quand même leur préciser qu'à posteriori, on a justifié cet horaire de 10h42 en disant qu'évidemment, on avait pris 42 puisque c'était une référence au guide du voyageur galactique, le livre culte de SF pour rire, puisque ce 42 est le secret de l'univers d'après le grand ordinateur qui dit ce qui est vrai et juste dans ce bouquin. Alors, oui, ouais, vas-y. Ouais, non, je voulais juste dire un détail. Il y en a certains qui vont croire qu'on est tranquille, on prend nos cornflakes à 10h42 en répondant à la science de comptoir, là, qui est le morning routine. C'est vrai qu'à 10h42, la matinée est quand même fortement avancée. Mais il faut expédier avant les affaires courantes d'une part, et c'est un boulot important du journaliste qui est la veille. C'est aller voir ses sources, que ce soit des sources de chercheurs, des sources humaines, passer des coups de fil, aller dans les labos, rencontrer les gens, ou commencer tout simplement par s'informer sur le circuit des publications, ce qu'on appelle les publications primaires, c'est-à-dire aller compulser les revues dans lesquelles les chercheurs publient directement leurs travaux. Tiens, je fais cette petite parenthèse pour vous raconter, si vous connaissez pas. Les chercheurs, ils font leurs expériences, et une fois que sont arrivés à un résultat qu'ils estiment probant, ils vont écrire ce qu'on appelle un article scientifique. C'est un article qui est extrêmement codé, où il y a un titre très très descriptif. Généralement, c'est en anglais. Généralement, c'est extrêmement compliqué. Ça s'adresse vraiment à la communauté des chercheurs. Ça commence par un abstract, un résumé. Une introduction où ils disent pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à ce sujet. Ils présentent ensuite leur méthode, leurs résultats, l'interprétation des résultats, la discussion des résultats et toutes les sources qu'ils ont consultées pour arriver à ce résultat. Ces travaux-là, ils les soumettent, comme on dit, à des revues primaires. Ce sont des revues à comité de lecture, ce qui veut dire que leurs articles sont relus de façon anonyme par d'autres personnes qui sont au courant de leur domaine scientifique. Là, ils demandent certains ajustements, quelques précisions, éventuellement quelques travaux complémentaires. Et finalement, ça sort dans ces revues qui ne sont pas des revues que vous pouvez trouver chez le marchand de journaux, mais qui sont des revues pour les professionnels auxquels nous sommes abonnés et dans lesquelles nous, c'est notre menu. Donc, on a à disposition à toutes les semaines, généralement c'est des hebdomadaires, des travaux de recherche
validés par la communauté des scientifiques et qui, nous, par notre expertise, vont résonner, susciter notre intérêt et vont nous donner envie d'en savoir plus. Donc le matin, avant cette réunion de 10h42, on se plonge là-dedans, on en discute entre nous, mais finalement cette réunion de 10h42, c'est l'aboutissement de ce travail préparatoire pour définir les sujets de la journée, qui vont peut-être devenir des sujets de la semaine d'après, qui vont devenir peut-être des grosses enquêtes, et peut-être à l'arrivée des sujets comme le mégalodon dans le mensuel, voire peut-être, quand il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, les sujets de couverture. Donc revenons à oui, si on l'a fait, ce sujet sur le mégalodon, c'est parce que dans ces fameux sources, dans ces fameuses revues primaires scientifiques, il y a eu, alors il y a tout le temps des papiers sur le mégalodon, parce que c'est un sujet d'étude qui intéresse le public et les scientifiques. Et alors, il y a un cercle un peu vicieux qui se met en place, c'est-à-dire que quand un sujet intéresse le public, eh ben, les chercheurs ont plus facilement des fonds pour travailler sur ces questions-là, ce qui fait que certains chercheurs vont pouvoir dire assez volontiers que le mégalodon, quelquefois, ils en ont marre et qu'ils ont du mal à trouver des sous pour travailler sur le bigorneau de tel B préhistorique. Hein. Mais bon, le fait est que plus on bosse sur le mégalodon, plus on trouve des choses. Et les sources pour en parler, ben justement, on trouve les noms dans les revues en question. Alors justement, on a mis en avant pour le mégalodon. Voilà. Alors ici, on a un chercheur américain d'origine japonaise, si ma mémoire est bonne, qui, voilà, le chercheur et son outil d'étude. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est quoi ça, Olivier, ça ? Alors cet objet énorme, hein, qu'on a l'impression que c'est un racloir qu'on pourrait acheter chez le roi Merlin, ben non, c'est une dent fossilisée de mégalodon. Alors la dent de mégalodon, elle peut faire jusqu'à 16 cm de long. Et alors il y a Happy Zabibi qui dit quelle est la morning routine du mégalodon. Et ben, il y avait un temps important dans la vie du mégalodon qui était consacré à sa nourriture, à sa chasse. Hein. On voit avec des dents comme celle-là que il fallait qu'il trouve de quoi se mettre en dessous de la dent. Hein. L'étude de la dent qui est... et de la brosse à dents. Ouais, l'étude de la dent permet de savoir, je dirais l'étude seulement de la dent, puisqu'il ne reste que de ça, de cet animal aujourd'hui, permet néanmoins de savoir des choses justement sur ses pratiques de chasse. Parce que quand on regarde finement cet objet, quand les scientifiques, les ichtyologues, les spécialistes des animaux marins regardent finement la dent, ils notent que les découpes, les ciselures qui sont sur le pourtour de cette connote, ces ciselures, elles sont bien particulières, elles ont une forme de scie en quelque sorte, et elles montrent que dans son évolution, le mégalodon, il était allé vers un type de morsure qui était une morsure tranchante. Il y a deux types de morsures chez les animaux marins et autres. Il y a la morsure pour arracher et il y a la morsure pour trancher. Et quand on va vers la morsure qui tranche, c'est qu'on va vers un type de prédation, vers des animaux de taille importante, puisqu'il faut pouvoir en couper un morceau, quoi, littéralement. Ça paraît logique quand on voit la taille du mégalodon, mais c'est prouvé scientifiquement par l'étude de ses dents. Combien de temps pouvait-il vivre, nous dit Xanto Perla. Tu vois, Mathieu, là, je crois que c'est un des derniers commentaires. Le temps de vie du mégalodon, c'est pas quelque chose qui est clairement identifié. En tout cas, c'est pas quelque chose dont j'ai parlé avec les différents interlocuteurs que j'ai eus dans ce papier. Sur la question, ouais, voilà, l'étude des dents pouvait savoir l'étude de la brosse à dents. Et je ne vous raconte pas le fil dentaire, hein, il avait de quoi s'entortiller la nageoire caudale. Pour un papier comme celui-là, on commence à travailler effectivement avec les sources primaires que tu disais, Mathieu. Hein, donc là, l'actu, c'était quoi? Qu'est-ce qui a retenu ton attention en premier? L'actu, c'est qu'il y a eu un papier il y a relativement peu de temps, en novembre dernier, dans une de ces fameux revues primaires, en l'occurrence c'était Society Journal Biology Letters, et c'était un papier qui était fait par des scientifiques espagnols, et ces chercheurs avaient travaillé sur une question particulière qui était celle des juvéniles, c'est-à-dire les bébés mégalodons. Et ils se sont rendus compte que pour élever leurs jeunes, les mégalodons utilisaient ce qu'on appelle des nurseries, c'est-à-dire des coins d'eau peu profonde,
enchâssés dans des baies, protégés par des barrières de corail, dans lesquelles les animaux pouvaient, les petits en tout cas, les petits requins, les petits mégalodons, pouvaient grandir tranquillement grâce à cette barrière naturelle qui est constituée par le récif corallien, grâce au fait qu'ils étaient dans des eaux peu profondes et donc difficilement accessibles à des gros animaux prédateurs, ils pouvaient grandir à l'abri des chasseurs. Et ça, c'est très intéressant parce que le mégalodon, du fait de sa taille et par analogie avec les gros animaux qui existent aujourd'hui, les scientifiques savent que c'était un animal qui était à maturité sexuelle tardive et qui avait peu de petits à chaque fois. Donc, dans ces conditions-là, ça veut dire qu'on se reproduit plus difficilement et que quand on a un petit, on a intérêt à ce qu'il puisse vivre longtemps, sinon la perpétuation de l'espèce, elle n'est pas assurée. Donc, ces fameux scientifiques, ils avaient travaillé sur la question des nurseries. Et la question des nurseries, c'était une actualité qui nous permettait de rentrer dans le sujet du mégalodon. Il y a une autre question là de Marie de 111. Le mégalodon a disparu en même temps que les dinosaures. Non, il a disparu bien après. Alors, pour fixer les mémoires, la météorite de Chicxulub qui s'est éclatée dans le golfe du Mexique et qui a provoqué raz-de-marée, une nuit de plusieurs centaines d'années, sans doute associée à des volcans et qui a donc provoqué la disparition des dinosaures, c'est environ 66 millions d'années. Et là, Olivier, donc, tu nous parles d'un animal qui est apparu il y a 23 millions d'années, c'est-à-dire qu'il est apparu environ 40 millions d'années après la disparition des dinosaures. Donc, il y a eu des monstres marins bien après les dinosaures. Voilà. Ça veut dire que le mégalodon, il n'a pas pu croquer de baigneurs, puisque les hommes et les femmes n'étaient pas encore là, mais il n'a pas pu non plus croquer de T-Rex. Absolument. Période de temps qui n'ont rien à voir. Le papier des Espagnols dont on parle là, il s'est intéressé aux nurseries et il fait un lien direct entre la fragilité qu'avaient ces nurseries avec un certain changement climatique qui a eu lieu lui aussi il y a à peu près 3 millions d'années et la disparition justement des mégalodons. Parce que ce changement climatique, ça a été un refroidissement. Et ce refroidissement climatique s'est traduit par une baisse du niveau des eaux. Et comme on voit que le bébé mégalodon vivait dans des baies, c'est-à-dire des zones d'eau relativement peu profondes, et bien ce refroidissement, il a fait baisser encore davantage le niveau de l'eau, ce qui fait que les baies ont été asséchées. Et de nombreuses nurseries à mégalodons se sont retrouvées hors d'usage, ce qui fait que les bébés, évidemment, continuaient à naître, mais au lieu d'être protégés dans ces alcôves, ils étaient dès la naissance en pleine mer. Et donc, au contact direct des prédateurs. Ça, c'est une des raisons qui fait que la disparition des nurseries était, en raison du refroidissement climatique, c'était une des sources peut-être de la disparition du mégalodon. Mais sans doute pas la seule. Tu en évoques une autre. Il y en a une autre qui est quand même liée au refroidissement climatique, c'est que comme les mégalodons, ils avaient comme proie privilégiée les baleines primitives, ces baleines, à leur époque, à l'époque du mégalodon, on pouvait les trouver dans toutes les eaux du globe. Mais avec le refroidissement, elles ont eu tendance à se spécialiser dans les eaux froides. Et elles ont commencé une migration vers les régions des pôles. Alors que le mégalodon, qui était aussi un animal cosmopolite, avait plutôt tendance à vivre dans les régions tropicales ou intertropicales. Donc, il y a eu une séparation de fait entre d'un côté le mégalodon et de l'autre côté ses proies. Il s'est vu éloigné de son garde-manger. Encore une raison qui a pu participer à sa disparition. Alors, il y a Science de Comptoir qui nous donne une biblio intéressante. Elle nous dit qu'elle a vu un film sur le mégalodon. Je pense qu'elle fait référence à Meg, qui a été titré différemment en français. Ça s'appelle En eau trouble, ce qui est vraiment un titre très vasouillard. Meg, c'est le diminutif de mégalodon et c'est un film catastrophe et catastrophique d'ailleurs avec Jason Statham qu'on peut croiser un soir d'errance sur la TNT ou le câble, je ne sais plus comment on dit.
Alors, Marie de 111 évoque Tornado Shark, mais là, je crois que dans Tornado Shark, il n'y a pas de mégalodon, si, Olivier? Non, je l'ai pas vu celui-là. Ça, c'est la série des Sharknado. Hein. Ouais, C'est les requins en qui images de tombent du ciel. synthèse. Qui tombent du ciel, oui. C'est une de mes lacunes. Ouais. Ouais, donc, mais sinon, je sais pas, Science dans le comptoir, tu as peut-être vu un documentaire effectivement de l'époque, mais il y a très peu de documents qui nous sont parvenus parce que l'étanchéité des caméras était encore à l'époque du mégalodon de très mauvaise qualité. Donc voilà, les films se sont dégradés pour l'ensemble. Oui, alors il y a on fait une référence à Meg Ryan aussi. Alors non, ça c'est documentaire sur la chirurgie esthétique. Je vois que l'heure commence à filer, Mathieu. Peut-être que ouais, on va faire que revenir. tu m'expulses. Bah écoute, tu peux rester avec nous, tu es toujours le bienvenu. Merci beaucoup en tout cas, Olivier. Je Merci, rappelle Mathieu. que tu es l'auteur de ce papier absolument fascinant, le mégalodon, monstre des mers vaincu par le climat. Oui, c'est quand même ça la morale de l'histoire que tu nous racontes, c'est qu'on peut être un monstre des mers, un grand seigneur, et en fait cette force peut, dans certaines conditions, devenir une fragilité, et même une fragilité fatale. Merci beaucoup, Olivier. À plus. Ciao. Valentin, si tu nous faisais revenir Jean-Louis, Camille, Hugo. Mais les voilà. Jean-Louis, Voilà. est-ce que tu es de retour? Oui. Et voilà. Et donc, je vous présente, pour ceux qui sont arrivés d'ailleurs, je vous présente Camille qui n'était pas là tout à l'heure, Camille Gobert. Bonjour. Ah, mais c'est marrant parce que ceux qui regardent la télé, ton visage leur est peut-être familier puisqu'on te voit dans l'émission de Jamie. Oui, il faut vraiment regarder France 5 à 17h par contre. Voilà. Bon. Et on peut revoir tes pastilles sur le site web de Science et Avenir. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Donc, tu es spécialiste de questions de santé à l'origine sur le site web de Science et Avenir. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, depuis un moment, nous travaillons tous main dans la main pour le site web et pour les différents titres du groupe. Donc, je rappelle, donc il y a le mensuel dont on parle aujourd'hui, mais il y a aussi, tiens, il est là, ce qu'on appelle entre nous les hors-séries, mais qui en fait s'appelle des indispensables, dont le dernier numéro est consacré à l'alimentation. On a une couverture qui paraît très très légère, mais alors c'est un contenu scientifique qui est absolument remarquable. Si les questions d'alimentation vous intéresse, je vous le recommande chaudement. Et aussi dans la galaxie, nous travaillons tous ensemble pour le trimestriel La Recherche. Voilà, celui que vous pouvez acheter en ce moment chez les marchands de journaux. Trimestriel dont on est très fiers parce que il y a quelque temps, beaucoup de gens s'avaient dit mais le mensuel a disparu, vous avez tué le mensuel. Non, nous avons ressuscité le titre La Recherche avec toute l'essence de Jean-Louis, tu nous fais Hugo, Jean-Louis, pardon. Voilà ce que vous ne faites pas encore acheter puisque ce sera le numéro qui sera en vente pour les 3 prochains mois. Donc voilà, vous avez une grande liste de chercheurs, hop, c'est illisible, c'est fait exprès, qui écrivent tous les trimestres dans ce trimestriel, le magazine scientifique. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on travaille tous ensemble. Camille, tu as travaillé longtemps pour les sites web, maintenant tu travailles aussi avec nous sur le mensuel, avec Hugo Gélinière, qui était aussi longtemps un grand spécialiste de santé dans les pages du site web d'abord et du mensuel ensuite. Et maintenant, tu t'occupes, en plus de tout ça, de toute la partie actualité dont nous parlerons peut-être un petit peu tout à l'heure. Et donc, Jean-Louis Gilabert, qui est notre directeur artistique. On va écouter un petit peu. Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais dans ce journal? Qu'est-ce que ça veut dire, directeur artistique dans un journal? Directeur artistique, ça veut dire mettre en page le magazine, disposer les textes, les images, pour en faire quelque chose de joli. En tout cas, quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut que soit le journal. C'est-à-dire que nous avons une charte graphique, un guide qui nous permet de maqueter le magazine. Bon, le but suprême, le but ultime, c'est de faire lire le journal. C'est de le rendre beau. On fait de l'encadrement. Si tu vas chez un encadreur pour avec un dessin, tu fais faire une Marie-Louise pour qu'on voit le dessin et pas le cadre. Et ben nous, c'est un peu notre boulot, c'est de donner envie de lire, tout simplement. Parce que quand je t'interromps une seconde, parce que quand Camille ou Hugo, et là c'est du vrai papier que je vais vous montrer, tiens voilà, ça c'est par exemple le papier de Camille tel qu'il m'est arrivé. Voilà ce que Camille m'envoie. On n'a pas envie d'acheter.
C'est magnifique, mais on n'a pas c'est- envie d'acheter. moi, je me régale à le lire. Je me régale. Mais Voilà. alors vous, si je vous disais, allez acheter ça chez le Machin de Joe, abonnez-vous pour lire ça, vous auriez du mal. Et Mais donc, je vous aurais mis des images, mais ça aurait été moins beau que ce que fait Jean-Louis, c'est sûr. voilà. Et donc, c'est là que Jean-Louis va rentrer en scène, c'est qu'il va falloir réussir de passer de ça à, je vais vous retrouver le papier de Camille, donc le même papier dans le dossier, il est là, enfin bref. Laissez-moi une seconde, et voilà. Voilà la même chose. C'est quand même plus sympa, même si, si ça reste un papier sérieux, on a Jean-Louis qui est passé par là. Donc vas-y, comment on fait pour passer de l'un à l'autre, Jean-Louis? Ah, c'est un travail d'équipe, hein. Vous l'avez peut-être compris, on a tous besoin les uns des autres. Camille écrit, entre Camille et moi, il y a d'autres il y a d'autres travails, d'autres boulots, d'autres travailleurs plutôt. Il y a Mathieu déjà qui pilote tout ça. Et puis il y a des relecteurs, ce qu'on appelle des secrétaires de rédaction, qui n'ont rien à voir avec des secrétaires, mais qui relisent, qui corrigent. Et quand ça m'arrive, moi, pour le mettre en scène, il a déjà été pas mal travaillé, le texte. Et on en a parlé surtout parce que moi je découvre un texte, mais on en a quand même parlé avant pour savoir comment l'illustrer, comment le mettre en scène. Est-ce qu'on a besoin d'une infographie? Est-ce qu'on a besoin d'une photo? Cette photo, est-ce qu'on a besoin de la faire faire, ou on se contente d'une banque d'images, ou parfois même les chercheurs peuvent nous fournir des documents qui sont exploitables. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver, parce que c'est souvent quand même des informations qu'on va chercher chez des chercheurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc là, je vous montre un petit peu de coulisses, par exemple sur le papier d'Hugo. Hugo, le papier qui ressemble à ça à l'arrivée. Donc on a une image de protéines, on a un petit schéma. Il y a un moment, je me suis dit, mais t'as pris le truc, Hugo t'a expliqué ce qu'il a raconté, et t'as dit, bon, bah, pof, pof, j'aime bien comment tu dis, tu dis souvent ça, pof, pof. Tout le On temps. va mettre un titre, on va mettre une image, et on va mettre une infographie. Hop, et là, ça permettra à Hugo de savoir en gros combien il peut écrire. Mais là, c'est vraiment très préliminaire, on est au tout début, là. Jean-Louis, on t'a perdu. Non, je suis là. Je pensais que tu avais passé la main à Hugo. Ah, c'était pour moi. Ouais. Non, Bah, après, on on fait, a hein. fini. Après, Ouais. oui, effectivement, on fait des réunions, on se réunit, on se parle. C'est ce qui fait le charme du travail aussi, c'est de pouvoir communiquer entre nous, se parler et faire un journal à la fin qui soit comestible, le plus comestible possible. Donc pour en venir à mon travail, eh bien, dans ces discussions, on a aussi un service iconographique qui nous permet de faire des recherches photos. Et après, notre boulot, c'est de dispatcher tout ça dans une page, une double page ou 4 pages selon les sujets, pour les rendre, pour donner au lecteur l'envie de lire, évidemment. Et le tout en tenant compte d'une charte graphique. On fait pas un journal comme on fait un flyer pour des copains, pour une fête d'anniversaire ou autre. Enfin, on a des règles, ce qui donne des contraintes, et c'est là que c'est là que le travail devient intéressant. C'est avec ces contraintes. La maquette a une forme d'élasticité qu'il faut qu'on apprivoise et qui rend le travail intéressant. Donc là, je prends un exemple. C'est jamais la même chose, et c'est tout le temps la même chose. Je prends un exemple qui est pas dans le dossier, quelque chose d'un peu plus coloré, un papier sur la Méditerranée. Donc là, tu as décidé d'ouvrir par une grande image. Quelque chose de frais, quelque chose de grand. Alors le journal est rythmé aussi, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des grandes images, on n'a pas que des grands sujets, et c'est peut-être ce qui ne se voit pas, mais qui donne envie de lire aussi, c'est le rythme d'un journal, la cohérence graphique, et le fait de passer de certaines pages très illustrées à d'autres moins illustrées qui se mettent en valeur les unes les autres. C'est un travail de rythme, c'est un peu, tout à l'heure c'était de l'encadrement, maintenant c'est de la musique. Il faut que ça swing de temps en temps, mais pas que, parce que sinon ça ferait trop de bruit. Donc il faut des temps calmes et des temps forts, comme tu viens de montrer la Méditerranée. Là, on a un temps fort, une belle image qui donne envie, mais en général, on saupoudre à la tourne d'une infographie sérieuse pour expliquer, pour avérer le sujet, le propos. Alors justement, je reviens, tu me mènes à la transition. Le sujet infographie, le sujet sur le vaccin contre le cancer, ça a été un exercice assez particulier parce que on a voulu l'asseoir dès le départ sur beaucoup d'infographies et des infographies qui soient accessibles absolument à tout le monde, qui ne soient pas que pour les médecins.
Et donc, on a commencé par un truc comme ça, en se disant, bon voilà, on va ouvrir, on va tout mettre sur une infographie. Mais pour arriver à un truc comme ça, c'est un sacré boulot. Et là, entre toi, Jean-Louis et Camille et Hugo, il a fallu inventer tout ça. On a un petit peu transpiré là-dessus, effectivement. Ouais, On est un petit- faut dire que c'est pas. Les données, Alors, les données hein, Camille, compliquées dès qu'il qu'on faut met rendre les- lisibles. les doigts dans l'immunologie, c'est pas Oui, simple. c'est Hein. très complexe. Attends, on a une question là, une pastille, qu'est-ce Ouais. que c'est? Oui. Ah, une pastille. Une pastille, quelqu'un a dit pastille? Je sais pas, j'ai pas entendu le mot pastille. T'as dit pastille? C'est un petit rond dans un coin? Ouais. C'est une petite tache de couleur dans laquelle on va mettre un chiffre? Voilà, on Une aime petite bien phrase. utiliser des termes un peu techniques pour pas juste dire un petit rond dans un coin, ça fait plus pro. Ouais, on a un jargon. Ouais. Alors, on a Tessa qui nous demande bientôt Sciences et Avenir en latex. Alors, en J'ai latex, pas c'est compris la blague, mais je Eh comprends bien, jamais ça, les c'est un blagues. matheux. Quand on met en page un article scientifique qui demande de faire des équations, il y a un seul logiciel qui fait ça bien, c'est LaTeX, effectivement, J'y étais pour pas du éditer tout. ces équations et publier des papiers de maths ou de physique théorique. Ah. Donc, on essaye justement, mais non, mais c'est une très bonne question, parce que les équations, c'est compliqué. On essaye de faire comprendre tous nos sujets à tout le monde. Et on sait que les équations, c'est souvent quelque chose qui en a traumatisé un certain nombre d'entre nous à l'école. Hein, vous vous souvenez, ce grand E là, qui veut dire somme de n égale 0 à l'infini. Bon, ben voilà, il y en a certains qui ont fui les maths en voyant ça. Donc, a priori, on n'a pas besoin de faire Sciences et Avenir en latex parce que on essaye de raconter toutes les histoires, même des histoires de maths, sans une seule équation. Donc, on a une chronique maths tous les mois, mais qui, dans le pari aussi, est de faire ça sans équation. J'ai vu passer une petite question de Claire THH. Excuse-moi, je ne sais pas comment on prononce. Ton pseudo, vous êtes de formation scientifique avant des études de journaliste. Alors tiens, faisons. Eh ben pas tous, hein. Pas Eh tous. bien alors. Il y en a beaucoup. Camille, quand même. est-ce que tu es de formation scientifique? Je suis de formation scientifique, j'ai fait un master 2 de biologie structurelle, mais je ne suis pas de formation journalistique. Je n'ai pas fait d'études de journalisme. Hugo, est-ce que tu es scientifique de formation? Ah, non, alors pas de formation, mais de cœur. De passion. De cœur et de passion. Non, moi j'ai une formation initiale de philosophie contemporaine, histoire des sciences, donc quand même un petit peu, mais ça reste sur de la philosophie et je me suis, et puis j'ai fait après les études une formation de journaliste pour le coup. D'ailleurs, c'était de secrétaire de rédaction, comme disait Jean-Louis. C'est pour faire de l'édition. Et puis je suis arrivé à Sciences et Avenir et j'ai appris sur le tas. Là, ça commence à faire 8 ans. C'est bien. Voilà, mais non, mais j'ai été bien entouré parce qu'on a des médecins quand même à Sciences et Avenir. Hein, non, mais c'est vrai. Sylvie est docteur en médecine, elle a pratiqué, donc il y a un peu de tout, hein, comme profil. Pour ma part, je suis ingénieur de formation, mais j'ai jamais exercé en tant qu'ingénieur. Je suis passé assez rapidement dans la presse et je tiens à signaler que Carole Châtelain, qui est notre directrice de la rédaction, est une littéraire pour sa part. Et toi, Jean-Louis, est-ce que tu as un doctorat de directeur artistique? Oui, bien sûr. Alors, moins nécessaire d'avoir fait une filière scientifique pour la direction artistique et pour la maquette de presse en général. C'est assez peu fréquent et moi j'ai un parcours. J'ai fait un peu de chimie à l'école hôtelière, mais c'était comment monter une mayonnaise. Donc j'ai fait une école hôtelière, Ferrandi. Et je vous raconte pas ma vie, hein, mais bon, voilà. Non, mais la réponse. Si je peux vous raconter un peu ma vie. Un dîner un soir avec un copain, un cuisinier. La femme était maquettiste de presse. Elle m'a expliqué son travail. Et son mari, donc mon pote, m'a tout traduit en termes de cuisine. On a un jargon pour les pastilles. Et ben là, il aurait dit tu mets une pluche de cerfeuil. Et j'ai tout compris. Et ça m'a vachement plu. Donc j'ai fait une formation de maquettiste de presse PAO à l'époque. C'est atypique comme parcours. Voilà. En fait, c'est ça qui est la grande richesse de cette rédaction formée de journalistes professionnels, c'est qu'on a tous des parcours très différents et qui se complètent les uns les autres. Et comme on veut absolument s'adresser à tous,
donner du plaisir de lecture à tout le monde et pas faire peur par des choses qui seraient trop compliquées. En parlant les uns avec les autres, on voit aussi où sont les limites de compréhension des uns et des autres, et ça nous aide beaucoup au quotidien de voir comment chacun suit les histoires qu'on a envie de leur raconter, parce que nous, on veut être toujours le plus rigoureux possible, puisqu'on travaille avec des scientifiques, ce qui nous demande forcément d'avoir un certain background scientifique pour pouvoir échanger avec eux, mais ensuite de traduire ça dans des termes les plus intelligibles possibles pour s'adresser absolument à tout le monde. Oui, puis après, c'est à force de faire qu'on accumule des connaissances. Alors je reviens, on a parlé de ces infographies, donc là je suis pas sûr que ça va passer très bien à la caméra parce que c'est une impression. Donc demande à Camille, Camille tu vas bien nous expliquer, faire un petit schéma, parce qu'on se dit, bon ben, la consigne c'était, faut faire simple pour que tout le monde puisse comprendre, mais parfaitement rigoureux pour qu'un chercheur ne puisse dire, vous avez fait n'importe quoi. Camille nous fait ça. Franchement, c'était magnifique. Donc, voilà, Camille. Mais je vais hyper simplifier pour ceux qui c'était connaissent déjà la deuxième version, le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est extrêmement complexe. Là, j'ai passé à la trappe plein de choses. C'est déjà une version simplifiée. Pour vous dire que arriver à quelque chose de simple, enfin, on dit souvent ça dans l'art, c'est que les trucs les plus simples sont les plus difficiles à concevoir. Et après, on parle avec Jean-Louis, qui travaille avec un infographiste professionnel, et on arrive à quelque chose qui graphiquement devient quand même plus facile à aborder, même si ça reste extrêmement pointu dans le détail. Comment tu travailles, toi? Parce que Jean-Louis, toi, je suppose que quand on arrive avec des sujets d'immunité, c'est pas la mayonnaise n'est pas forcément facile à apprendre, et c'est toi qui vas expliquer après l'infographiste qui doit dessiner. C'est ça. Donc je suis il faut que j'ai compris. Tant que je n'ai pas compris, je peux pas l'expliquer. Donc et comme je suis pas biologiste de formation, je n'ai pas de formation scientifique, c'est pas mal pour le retranscrire. C'est-à-dire, quand j'ai compris, je peux l'expliquer, et après on peut en faire quelque chose, une vulgarisation, j'espère, de qualité. En tout cas, c'est tamisé avant, avant que ça soit imprimé, effectivement. Le plus impressionnant, c'est ces infographies simples, mais quand on voit maintenant ce qui soit quand même pas mal dans la presse en général, c'est les datas avec plein de petites informations, et on se rend pas compte. Quand une fois que c'est terminé, on voit une petite maison avec un chiffre à côté, tu vois, c'est super, machin. On se rend pas compte du nombre de datas qu'on achetait avant d'arriver à une dizaine de datas sur une page. C'est impressionnant, la finesse du tamis. Une infographie, c'est pas mal de boulot en amont. Ouais, et toi, tu as un rôle de traduction là-dedans, parce que même si tu sais dessiner les choses sur un éditeur, c'est pas toi qui les dessines concrètement. Non, c'est un logiciel particulier, Illustrator, que je ne maîtrise pas très bien. Et donc tu commandes. C'est un métier, infographiste, quelqu'un qui lui sait dessiner, qui a fait une école de dessin a priori, et qui en plus manie l'ordinateur et un logiciel particulier, et qui nous retranscrit toujours en fonction de notre charte graphique, de notre identité visuelle, bien sûr. Parce que parfois on peut voir des infographies ressemblantes, mais pas tout à fait les mêmes. On fait refaire en général des infographies, même quand on a quelque chose de propre, pour que ça ressemble à notre identité, à notre look, tout simplement. Alors je vais donner un autre exemple. On a dans ce journal un article sur la 5G. Alors c'était sorti au moment de la sortie du rapport de l'agence de santé publique, l'ANSES, sur la dangerosité de la santé. On s'est dit, tiens, la santé, il y a des inconnus, est-ce qu'il y a des risques sur la santé, qu'est-ce qu'on sait? Il faut faire un point, mais en même temps, pour les médecins, ça ouvre des perspectives aussi bien au bloc pour faire de la téléchirurgie que pour des ambulances qui peuvent être connectées, voire recevoir des drones en temps réel, que pour le médecin sur le site d'urgence, voilà. Et on s'est dit, comment on va mettre tout ça en image? Et avec un truc qui fait un peu jeu vidéo. Donc là, Jean-Louis, toi, la question, c'est toi qui as proposé ce type de format. Et donc là, le boulot des journalistes, c'était de dire, bon, ben voilà, toutes les informations qu'il faut réussir à mettre dedans. Et toi, tu vas les regrouper par petits blocs pour essayer finalement d'arriver à ce concept de dessiner une ville et d'essayer de mettre en scène cette information. Et que ça fasse aussi une illustration, parce qu'il y a des sujets, alors ça c'est les coulisses un peu du journal, on est là pour ça. Il y a des sujets qui ne sont pas faciles à illustrer. On privilégie la photo à condition qu'elle soit informative, qu'elle apporte quelque chose, une information. C'est pas de la photo décorative, après c'est une autre forme de presse. Mais la 5G, typiquement,
on en parle de temps en temps, régulièrement. Les antennes, c'est pas hyper sexy. Enfin, une fois qu'on a mis une antenne dans un coin, on a vu une antenne, quoi. C'est pas très très beau. Donc là, c'est comment en fonction de notre identité, faire une infographie informative et qui prenne un peu une place, qui donne envie de lire cet article. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à inventer une petite scénette façon SimCity où on en profite pour évidemment glisser toutes les informations qui permettent de relier la 5G à la santé. Mais là aussi, c'est un travail, c'est un échange. On fait un ping-pong en permanence, que ce soit avec la rédaction dans un premier temps, avec la secrétaire de rédaction dans un deuxième temps. C'est de l'échange permanent. Alors, on a une question de Tissa et en infographie. Est-ce que vous avez des contraintes, par exemple la couleur pour les daltonismes, le choix de la représentation de la data pour ne pas biaiser le lecteur, etc. Alors, on a des contraintes de couleur, mais pas pour les daltonismes, effectivement. Alors, parle bien fort, Jean-Louis. Ouais. On n'a pas de contraintes pour les daltonismes parce que je pense que si on se contraignait pour les daltoniens, du coup, on n'aurait plus le même rendu pour les non-daltoniens. Il y a un moment, il faut trancher, mais on fait attention à la lisibilité en général du journal parce que nous avons un lectorat pas forcément très jeune et notamment on essaye d'éviter tout ce qu'on appelle dans notre jargon des noirs au blanc, c'est-à-dire du texte blanc sur des aplats noirs, sur des aplats de couleur foncée, parce que c'est difficile à lire pour des personnes qui ont des problèmes de presbytie aussi, ou de myopie tout simplement, et ça vibre un petit peu. Donc oui, on fait attention à ça, ça fait partie de l'ergonomie d'un journal, de faire attention à ça. Par contre, effectivement, on n'a jamais fait attention aux daltoniens. Eh bien, figure-toi, Jean-Louis, que tu te trompes. Et donc, petit scoop pour Tessa, parce que je suis le gardien de ça, car je suis moi-même daltonien, pas daltonien très fort, mais je suis moi-même daltonien, et il y a un nombre de nuances de vert, de jaune et d'orange que je ne perçois pas. Et donc, je ne le dis pas ouvertement, ça ne me pose aucun problème, je peux le dire ouvertement, mais je préfère aller par petites touches et régulièrement, ça n'arrive pas très souvent, mais je leur ai dit, là ces couleurs là on les voit pas, là mettez-moi des contrastes plus forts, ils râlent un peu, ils comprennent pas, mais j'ai fait corriger un certain nombre de documents juste pour que moi je les vois. Voilà. Et on apprend ça comme ça sur Twitch. Mais oui, c'est clair. C'est incroyable. Il y a un daltonien infiltré. Je l'ai dit un certain nombre de fois, mais c'est quelque chose qui s'oublie très vite. Et voilà, mais je ne le crie pas sur les toits parce que j'ai peur ensuite. Bon, maintenant ça va être raté. Oh, remarquez, on n'est pas très nombreux ce soir, mais donc il faudra sûr qu'on pourrait met dans les replays pour que le reste de la rédaction ne le sache pas. Mais c'est entre nous. Hein. Voilà, c'est entre nous. Je le dis pas parce que je redoute après la réaction de rejet, où ils disent « Oh, mais toi, tu dis ça parce que de toute façon, tu ne vois rien et qu'on ne m'écoute pas. » Donc, je préfère ne pas le dire et juste faire une demande discrète quand ça me pose un problème. Je mets ma deuxième oreillette et comme ça, je t'entends mieux. Voilà. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions. On est là pour ça, justement, pour vous donner ces petites coulisses de la rédaction. Qui se cache derrière TC. Ouais, j'espère que voilà. Mais merci de garder ça secret. Voilà. Non, mais c'est marrant. J'ai découvert ça sur le tard. Alors, on raconte notre vie. J'ai fait une prépa bio et on faisait beaucoup de schémas. La prof faisait beaucoup de schémas à la craie. Et moi, je trouvais c'est les schémas illisibles. Vraiment, mais je comprenais rien jusqu'au jour où je pige que la craie jaune et la craie verte, pour moi, avaient exactement la même couleur. Donc, quand on fait des schémas de bio, c'était très compliqué à suivre. Donc maintenant, je suis vigilant avec ça. Jean-Louis, est-ce que tu veux nous raconter encore un dernier secret de fabrication de ce journal ? C'est toi aussi qui as la mission, ça c'est un truc sur lequel on reviendra plus tard, mais pour nous, donc pour le journal de cet été, ça sera mercredi prochain, c'est toi qui envoies les fichiers à l'imprimerie. Parce que nous, c'est une autre partie de ton boulot, mais parce que tout ça, nous on travaille sur des logiciels de mise en page, et toi après tu fais ce petit coup de miracle, ça part chez l'imprimeur. Imprimeries qui sont en France, qui sont pas très loin d'ici, mais tout ça se passe de façon numérique. Tu nous racontes en 2 mots comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Alors il y a toute la partie de travail sur la photo également, mais ça c'est des parties techniques un peu chiantes. Travail sur la photo, c'est-à-dire on travaille les couleurs justement. On travaille les couleurs, on travaille la chromie, on travaille les contrastes, on travaille la netteté des photos, parce que parfois on récupère des documents qui ne sont pas de toute première qualité, et il faut quand même qu'il y ait une qualité moyenne
assez élevé pour un journal imprimé. Donc il y a beaucoup de travail sur les images, notamment quand ce sont les chercheurs qui nous les fournissent, qui arrivent de temps en temps. La science, c'est à venir, mais la recherche, encore plus fréquemment, évidemment, pour le trimestriel. Donc il y a un travail de retouche photo, de chromie. Et une fois que ce travail est effectué, on a ce qui s'appelle intégrer les images. On intègre les photos dans les pages, et ensuite on fait, c'est toujours du jargon, hein, mais des PDF haute définition qui sont envoyés chez l'imprimeur directement. Maintenant, avec le numérique, ça passe par des tuyaux. On a une visibilité, une fois que c'est arrivé chez l'imprimeur, comme un chemin de fer, ce que tu montrais tout à l'heure en papier, on a l'équivalent numérique qu'on aperçoit, qu'on peut voir chez l'imprimeur. Donc c'est un site qui nous est dédié pour chaque numéro à son site. Donc on voit ce qu'on a envoyé, on peut contrôler les pages, on peut faire un dernier coup d'œil en lecture, éventuellement s'il manque une majuscule, un point, quelque chose, on voit à ce moment-là. Et ensuite on valide maintenant, on va plus chez les imprimeurs, c'est plus absolument nécessaire puisque tout passe en numérique par la fibre, par le cloud, l'imprimeur est en Ile-de-France effectivement, mais il pourrait être en Chine, ça serait pareil. Non, ça serait pas pareil parce qu'on est très fiers d'imprimer en France. Voilà, ça fait du travail. En France, ils sont évidemment à Malesherbes, je crois que c'est le Loiret. Dans l'Essonne. L'Essonne, ou la frontière entre l'Essonne. Oui, entre l'Essonne et le Loiret, oui. C'est 80 km de Paris. Effectivement, et ensuite, alors c'est tout un process de fabrication derrière qui est assez passionnant. Si jamais, amis auditeurs, vous avez l'occasion de visiter une imprimerie de presse, c'est magique. C'est comme dans les films, ça tourne très vite. Quand il y a une erreur et qu'on appuie sur le bouton, il y en a 5000 qui passent à la poubelle parce que ça va beaucoup trop vite. C'est magnifique à regarder. Moi, j'adore. Je vous promets qu'on vous fera avec Jean-Louis dans l'année qui vient un petit reportage sous une forme à définir chez notre imprimeur pour vous faire vivre ça parce que c'est effectivement absolument passionnant. Donc c'est dans les tuyaux, c'est programmé. Ça aurait dû être fait déjà, mais avec le Covid, ça a été compliqué. Donc on a dû le repousser un petit peu, mais on espère bien à la rentrée pouvoir vous offrir ça, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup Jean-Louis. Eh bien, c'est moi. Je vais te laisser te retourner au bouclage parce qu'il y a des pages qui nous attendent. Oui, on est en plein bout en ce moment. Ouais, le dernier bouton, justement, c'est mercredi prochain pour vous préparer le numéro de l'été, notre numéro double, juillet-août, qui, je vous l'annonce en avant-première, vous emmènera dans des voyages scientifiques dans la France entière avec un travail collégial de toute la rédaction. Jean-Louis Gilabert, notre directeur artistique. Merci beaucoup. Allez, à plus. Salut. Ciao. Alors, on va faire un petit détour par les questions avant de passer sur le cœur de notre dossier du mois. Alors, on a Claire DHH qui nous pose 2 questions. Comment est-ce qu'on aborde un sujet? Quelle est une journée type en rédaction, en presse écrite? Alors, les deux vont se recouvrir. Camille, tu veux peut-être commencer? Ouais, les journées sont assez variables. On va dire que ce qui se retrouve, c'est que on commence par faire une veille le matin, des sujets qui sont tombés, des prochaines publications, des communiqués, des actualités du jour. Suite à quoi, on a une réunion le matin vers 10h15 où on présente les sujets qu'on aimerait traiter et on dit quand est-ce qu'on va les traiter, selon si c'est pour le site web ou si c'est pour une proposition pour un numéro de presse écrite, imprimé papier. Alors pour les retardataires, je vous invite à voir le replay pendant que Camille était sur le terrain. On a parlé justement effectivement de notre réunion matinale de 10h42 avec Olivier Lascar tout à l'heure. Donc on vous a tout expliqué tout à l'heure, vous pouvez retrouver ça en début d'émission. Tout à fait. Et donc, selon si c'est pour le magazine ou si c'est pour le site web, la temporalité est complètement différente. Donc, le site web, ça peut être pour cet après-midi, pour demain, pour dans 3 jours. Et si c'est pour tout de suite, pour hier. Si c'est pour le magazine imprimé, ça va être plutôt pour ça dépend si c'est une urgence, hein, ça peut être pour dans 2 semaines ou pour dans 2 mois. Donc là-dessus, selon la taille de l'article qui est visé, quand c'est pour le print, on a une taille qui est d'article, un nombre de caractères maximal. On va interviewer plus ou moins de gens. Donc là commence un travail de recherche des bons interlocuteurs. Et suite à quoi, il faut trouver un créneau pour les interviewer et ensuite une bonne façon de présenter l'info, la phase d'écriture, etc. Donc on n'a pas toujours les mêmes journées.
Non, c'est d'ailleurs le L'intérêt. plaisir Ouais. du métier, c'est que généralement, les sujets sont très différents de l'une à l'autre, parce que les sujets sont différents. Mais c'est vrai que, grosso modo, sur la matinée, il y a ça. Moi, je commence par un petit café quand même, Camille. Tu as oublié le café du matin. Ouais, j'aime pas le J'arrive. café. C'est mon La- scoop personnel, science de la- comptoir. Ah oui, sciences de comptoir, vous voulez un scoop sur chacun. Alors, elle veut Camille un n'aime scoop. pas le café. Elle veut un scoop. Donc on peut être journaliste sans être drogué au café. Oui, bah oui. Mais oui. Quand on a autant de talent. Donc toi, ta journée type, Hugo? Sur la matinée, ça ressemble. Ça dépend des semaines, parce que quand on est plus en prise avec le print, le magazine papier, donc le mensuel, par exemple cette semaine, une semaine de bouclage, je cours un peu après mes petites actus. Je peux vous dévoiler très rapidement. Vous voyez les pages d'actus, c'est les formats courts. Voilà. On retrouve au début du journal, qui sont des petites friandises comme ça, des sujets sympas, traités en brève ou un peu plus long. Là, vous allez voir, il y a un lézard. Bon, je vous en dis pas plus. Il faut acheter le numéro. Faut acheter le numéro dans 10 jours. Même, j'ai que ça sous la main, mais ils n'ont rien vu et ils répéteront rien à personne. Voilà. Et donc, par exemple, cette semaine, donc une semaine de bouclage, on a l'édition qui nous tourne autour pour nous demander de la copie, comme ils disent. Ils veulent des textes pour les éditer, pour les couler dans la maquette qu'aura réalisée en amont Jean-Louis ou Auria, une maquettiste maison. Et généralement, c'est la semaine un peu chargée, quoi. Voilà, mais il y a 2 semaines, c'était plutôt de savoir quel sujet sélectionner, quelles images, sous quelle forme de traitement, parce que évidemment dans ces actus, on a des formats un petit peu plus longs, d'autres qui sont juste des chiffres, une image, de l'infographie aussi. Donc là, il faut aussi une espèce de casse-tête chinois, parce qu'il y a beaucoup de sujets, on peut pas tout traiter, et il faut donc faire une sélection et réfléchir aux différents formats qu'on accorde aux différents sujets. Voilà. Salut TJ Jupitstorm qui nous fait un petit coucou. Bonjour. Bonjour. Merci à l'Alpaga Show qui apparemment nous a gratifié d'un raid. C'est très sympa. Merci beaucoup. Un raid, c'est quand tu fais venir tous tes copains. Venez tous sur le channel. Bienvenue les copains voilà, donc, de l'Alpaga Show. Ouais, ça c'est vraiment sympa. Et alors, parce qu'il y avait la question de Claire, la deuxième question de Claire qui demande comment abordez-vous un sujet. Alors avant qu'on passe là-dessus, laisse-moi une seconde, je voulais Camille. juste dire que pour compléter la question, c'est que sur une journée type, effectivement, c'est assez difficile de répondre pour nous parce que on travaille en même temps pour notre site web qui est du temps réel. Hein, c'est une actu sort, et si elle est, comme on dit, chaude, il faut que ça soit tout de suite le plus vite possible prêt sur le site web. Il y en a d'autres qui demandent un peu d'enquête, donc ça sera pour le soir, pour le lendemain, pour la semaine d'après. Et en même temps, on travaille pour un mensuel. Donc, comme disait Hugo, il y a des semaines où on vient de boucler, on prépare le numéro d'après, ça redémarre gentiment, et puis il y a des semaines où c'est au contraire de finir, on se prépare le jour du bouclage, ça plaisante pas. C'est-à-dire qu'on peut pas dire à l'imprimeur, vous nous imprimez même 2 heures plus tard. 2 heures plus tard, il y a un autre journal qui est prévu. Donc l'heure, c'est l'heure. Ça, on n'a pas le choix. Et en même temps, on a les indispensables de Sciences et Avenir et le trimestriel La Recherche. Donc on travaille sur des temporalités différentes. Et je vous cache pas que c'est souvent assez compliqué pour nous d'avoir en tête. Camille me le dit régulièrement, mais attends, j'ai un truc à faire pour ce soir, pour demain, pour la semaine prochaine, voilà, on va croire que je me plains tout le temps maintenant. Mais non, c'est une véritable difficulté, c'est que on est avec vous aussi bien sur le site web en temps réel que sur des enquêtes. Là, Camille, ça fait
Ça fait peut-être 2 mois qu'avec Aurélie, tu travailles une enquête sur une technique de soins dont on parlera à la rentrée. On va pas dévoiler ce que c'est, mais pour un sujet pour le septembre, parce que ça demande beaucoup de temps de faire une enquête. C'est ça, et juste avant, j'étais sur un autre sujet encore qui demandait une enquête pour le coup toute seule, où il y avait pas mal d'interlocuteurs, et donc il y a des jours où j'ai une interview pour un article qui est pour maintenant ou pour demain. Là, par exemple, ce midi, j'avais une interview, c'est pour un article pour demain. Et la semaine prochaine, j'ai des interviews pour ce fameux article pour la rentrée. Donc, il faut jongler avec les temporalités et jamais perdre le fil de ce qu'on est en train de faire sur aucun des supports. Séance de comptoir, que voit-on sur l'image de fond du live? C'est ce qu'on appelle le mur. C'est Valentin, que je salue à nouveau, qui nous a fait cette belle image de flou, qui gère les réseaux sociaux et qui est surtout le chef d'orchestre de tout ce qui est réalisation de cette soirée sur Twitch. Merci Valentin qui nous a fait cette image-là. Et donc c'est toutes les pages, c'est comme si vous ouvriez le journal à toutes les pages en même temps et vous les colliez toutes pour avoir une vue d'ensemble. Alors nous, ça nous permet plein de choses de faire ce mur. Ça nous permet d'une part de voir si il y a de la diversité dans le type de photos, dans les couleurs. Donc déjà la maquette générale, ce dont vous parlait Jean-Louis tout à l'heure, et ça nous permet aussi à la fin de voir rapidement si on n'a pas utilisé, par exemple, ce qui arrive régulièrement, le même mot sur 2 titres à 3 pages d'écart. Qui après va vous sauter aux yeux quand vous allez prendre le journal pour la première fois, mais nous, quand ça fait 1 mois qu'on a le nez dedans, la tête dans le guidon, on s'en rend pas forcément compte et ça nous permet de voir des choses qu'on ne verrait pas facilement. Voilà, on appelle ça le mur. Et en l'occurrence, celui qu'on voit là, c'est celui du prochain La Recherche qui a bouclé et qu'on vient de recevoir et qui est chez nous et qui est sans doute dans les camions en route vers les marchands de journaux ou vers la poste pour les abonnés, qui est tout prêt. Et donc, vas-y Hugo, montre-nous la couverture, prochain trimestriel. Voilà, le temps et l'espace. Alors, vous voyez, par exemple, le rond rose que vous voyez là, eh ben, c'est ce qui est là. Et ça va être bien. Mais là, il n'y est plus, ils ont tout décroché aujourd'hui. C'est un scoop, ça. C'est un scoop pour Sciences de comptoir. Tiens, voilà. Hugo, c'est quoi ton petit secret à toi? Là, t'as pas répondu à la question de Sciences de comptoir. Mon petit secret à moi, qu'est-ce que je peux... J'en ai plein des secrets, mais des disciples à l'antenne, comme ça. Je te laisse réfléchir, je te cuisinerai. Ah, tiens, on a dit qu'on répondait aux questions d'Alexis. J'ai un pense-bête. Non, mais c'est très important, et puis ça va concerner Sciences de comptoir. J'ai un pense-bête sur mon ordi que je vous décroche là, et vous allez voir ce que c'est. Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a? Non, vous avez écrit quoi? Voilà. Il y a écrit source, point d'interrogation, parce qu'il faut toujours sourcer son information. Voilà. Ah. Et ça, c'est un pense-bête qui m'a été dessiné par Sciences de comptoir, là, qui nous pose des questions très pertinentes depuis tout à l'heure. Voilà. Et ben, je l'ai toujours là sur mon ordi. Pour bien se souvenir. C'est quoi la source? Parce que bonne information, c'est une information sourcée. Et ben, c'est où a été produite l'information qu'on va vous transmettre et éventuellement mettre en scène à travers les maquettes. Mais typiquement, la source d'une information santé, ça va être une ou des publications qui démontrent que ce qu'on va vous dire est vrai. Alors, on n'est pas prescripteur de vérité, mais enfin quand même, quand il y a une information, elle est valide ou elle n'est pas valide. Et ça doit être un souci constant dans le métier d'être sûr de ce qu'on écrit. Donc voilà, c'est ça la source. Et alors après, évidemment, souvent une source ne se suffit pas à elle-même. Un témoignage, par exemple, c'est une source, mais il ne peut pas suffire à lui-même. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours recouper l'information et, dans l'idéal, avoir plusieurs sources. Oui, c'est la différence entre on m'a dit que ce traitement il marche hyper bien ou il marche hyper pas, et les scientifiques de telle université ont fait une étude sur tant de milliers de personnes qui démontrent que le traitement est efficace à 74% avec tel et tel effet secondaire, et que nous, après, on va aller interroger des personnes en disant qu'est-ce que vous pensez de cette étude, et elles vont nous dire ah ben oui, très bien, mais en fait l'échantillon il n'est pas du tout représentatif parce qu'on a que des hommes âgés de plus de 50 ans, alors qu'en fait ça s'adresse aux femmes de jeunes. Enfin, j'invente, hein. Et donc l'étude peut avoir l'air très solide au premier abord, et en fait on se rend compte qu'il y a des biais énormes, ou au contraire des chercheurs qui nous confient
affirme ah ben voilà enfin une étude qui fait le point et qui nous met les idées au clair. Donc voilà, ça c'est la source, c'est la façon dont elle est considérée par la communauté des scientifiques. Nous, finalement, on ne fait que aller vérifier cette information auprès de différentes personnes. Nous ne la produisons pas. Bon, on a un nouvel abonné. Alors Ouais, tu le regretteras pas, Marie-Sandre. Tu as fait le bon choix. Bravo, merci beaucoup. On espère ne pas te décevoir. N'hésite pas à nous faire des retours réguliers sur ce qui te plaît et ce qui te plaît pas. Nous sommes toujours à l'écoute des réactions des lecteurs et on essaie de le faire évoluer, le journal comme le site d'ailleurs par petites touches pour suivre toujours vos envies au plus près. Alors, on a une question. Répond aux questions. Et on répond absolument. Questions des lecteurs. Toutes les questions qui nous sont adressées trouvent une réponse. J'en ai une à faire d'ailleurs. Oui, toutes les semaines sur le site internet, on répond à une question de lecteur qui a été tirée parmi deux. Ça, c'est effectivement, c'est un rendez-vous encore animé par Valentin. Valentin, tous les mercredis, il fait un appel à vos questions, les questions que vous vous posez, et il nous propose une sélection dont on débat. Et alors, on aimerait bien en faire plus. On va peut-être essayer d'en faire plus, mais pour le moment, je peux pas vous le promettre. Mais en tout cas, merci beaucoup, car vos contributions sont nombreuses. Ça se passe le mercredi sur la page Facebook de Science et Avenir, qui est animée par Valentin. Donc, vous savez que vous êtes plus de 2 millions sur cette page. Je sais pas comment il a réussi à faire ça, mais c'est extraordinaire. Vous êtes plus de 2 millions sur la page Facebook, plus de 2 millions à nous lire le journal papier tous les mois. C'est quoi? On est 6 à 8 millions de visiteurs par mois sur le site. Enfin, merci à tous. Merci à tous d'être aussi nombreux. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire des remarques. Et donc, merci Marie-Sandre de t'être abonnée. Et on espère que nous nourrirons ta passion pour les sciences. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Alors, Hugo, tu voulais revenir sur une question précédente? Ah oui, je voulais revenir sur une question. C'était comment est-ce qu'on aborde un sujet? Ah oui, comment est-ce qu'on aborde un sujet? Oui, mais tu avais un petit peu répondu, Camille. On trouve un sujet, on fait sa veille, on trouve un sujet. Oui. Faisons un crochet par le dossier. Ça dépend de la source. Ça dépend, de la source. D'où est-ce qu'on a appris qu'il y avait un sujet? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous en a parlé? Et dans ce cas, on part un peu. Il faut faire une recherche plus globale sur le web pour aller chercher quels sont les spécialistes. Est-ce que c'était une publication, auquel cas on peut déjà commencer par contacter les auteurs? Est-ce que c'était un communiqué de presse où on peut contacter déjà l'institution qui est à l'origine et ensuite voir quelles sont les autres institutions similaires ou éventuellement concurrentes, si ça a un sens, pour avoir un autre point de vue? On part de ce qu'on a remarqué et ce qui nous a lancé sur le sujet et puis on tire le fil, quoi. Ouais. Et pour prendre l'exemple du dossier, Mathieu, vaccin cancer, c'est vrai que c'est parti. En fait, on est tombé sur une publi, sur une étude scientifique publiée qui rapportait un essai clinique mené pour un vaccin, on dit prophylactique, préventif. Quand on parle de vaccin en façon vulgarisée, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est empêcher la maladie d'arriver. Alors on sait très bien faire pour les maladies infectieuses, on le voit avec le Covid-19, en un an on se retrouve avec des vaccins sûrs et efficaces. Du coup on s'est dit tiens c'est quand même étonnant cet essai clinique, on cherche à empêcher le cancer de survenir chez des personnes qui ne l'ont pas encore. Donc voilà, mais qui sont des personnes à risque. Et donc, on a voulu creuser un peu cette thématique-là autour des vaccins contre le cancer, en sachant que généralement, quand on parle vaccin contre le cancer, on pense pas tout de suite à un vaccin préventif. On a les vaccins qui protègent des virus, des infections qui vont finir par provoquer des cancers. Voilà, comme ce que dit Happy Sabibi. Voilà, exactement. Exactement, contre les papillomavirus. Faire ce dossier parce qu'on a des pays comme notamment l'Australie qui vaccinent massivement et qui ont une perspective d'éradication
du cancer du col de l'utérus. Hein. Je vous rappelle que c'est plusieurs milliers de cancers chaque année et à peu près 1000 morts par an pour un cancer qui, quand il se traite bien, mais se traite bien avec de la chirurgie lourde qui consiste à retirer l'utérus chez la femme. Donc c'est quelque chose de très lourd et ça, on sait que plus de 90% des cancers du col sont liés à une infection par le papillomavirus et que c'est un cancer qui a pas d'effet secondaire, qui fonctionne très bien, qui est maintenant en France depuis autre actualité depuis le début de l'année remboursé par la Sécu chez les jeunes garçons. Il l'était déjà depuis quelques années chez les jeunes filles, mais on est par rapport à l'Australie très 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 en retard par rapport à un cancer qui pourrait être éradiqué. Voilà. Donc on a eu plusieurs actus qui sont allés ensemble. Donc je te rends la parole, Hugo. Et toi, tu t'es intéressé donc plus particulièrement sur ces cancers qui vont apparaître et dont on voudrait plus particulièrement se préparer le corps finalement à être prêt quand ils vont se déclarer. Ouais, ça, sont pas dus à un virus. Qui sont pas dus à un virus. En gros, c'est apprendre au système immunitaire non pas à reconnaître un virus qui rentrerait, mais à reconnaître un processus cancéreux qui se déclencherait chez une personne à risque, un fumeur ou voilà. Et donc c'est cette piste-là qu'on a donc ça marche, Hugo. On en est où là? On a des nous on dit les essais tests cliniques ont commencé. Les essais cliniques ont commencé et on n'y est pas encore parce que c'est la partie c'est clairement la partie la plus compliquée parce qu'il y a une hétérogénéité, enfin une grande diversité des types de cancers qui surviennent en fonction du patrimoine génétique de l'individu, de son environnement. Donc, on commence des essais cliniques parce que c'est une idée qui est séduisante, mais on n'y est pas encore. Et puis, il y a d'autres façons de se servir de notre immunité, soit de notre immunité, pour lutter contre des cancers. Et ça, c'est ce qu'on connaît ce qu'on connaît plus sous le terme d'immunothérapie. Peut-être, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais là, il s'agit de recruter des cellules immunitaires pour lutter contre un cancer qui est déjà déclaré. Donc, on n'est pas sur un vaccin préventif, mais on est sur la thérapeutique. Et ça, c'est Camille qui on est parti de ces vaccins finalement qui existent déjà, qui ont fait leur preuve quand il y a une infection par un virus dont on sait que cette infection, après, elle est liée à la survenue de certains cancers. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà utilisé en routine et à grande échelle dans certains pays. Toi, Hugo, tu nous as amené sur le terrain de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas préparer le corps à des déclenchements de cancer dans le futur? Et là, le tableau était assez clair. Et là, Camille, toi, tu arrives et tu nous dis, mais attendez, il y a encore autre chose. On peut éduquer notre système immunitaire pour se battre contre un cancer existant. Un cancer existant. Alors, c'est quoi l'idée, là? Donc, l'idée, à la base, c'est d'utiliser les immunothérapies. Donc, il y en a plusieurs qui existent déjà. L'immunothérapie, c'est une des manières très à la pointe aujourd'hui de soigner le cancer. Voilà, c'est faisant appel à son propre système immunitaire. Ouais, c'est de booster son propre système immunitaire avec soit on prend les cellules et on les améliore et on les réinjecte, soit on injecte des substances qui vont les rendre un peu surpuissantes entre guillemets, ou qui vont les attirer au bon endroit, à l'endroit de la tumeur, puisque les cellules immunitaires, si elles sont pas au bon endroit, elles sont quand même nettement moins efficaces. Donc, il y a plusieurs façons de faire des immunothérapies et il y en a donc pas mal qui existent déjà et on cherche toujours à les rendre plus efficaces parce qu'il y en a une, par exemple, qui est très utilisée, qui sont des anticorps, ça s'appelle anti-PDL1, c'est des anticorps qui permettent d'éviter que la cellule cancéreuse inhibe l'action, bloque le système immunitaire tout simplement parce qu'elles ont des moyens de bloquer le système immunitaire. Et avec ce médicament, normalement, elles ne peuvent plus le bloquer, mais ça ne marche que sur 20% des patients parce que, comme disait Hugo, il y a beaucoup de diversité dans les cancers. Tous les cancers ne répondent pas au même traitement. Donc, pour permettre à plus de patients de répondre à ces traitements-là, on essaye de rajouter des choses qui vont les rendre encore plus efficaces ou alors qui vont carrément jouer sur une autre voie et dont l'efficacité va s'additionner en prenant un peu le cancer en tenaille, quoi, on va dire. Et donc, voilà, moi, je m'étais intéressée au cas des virus oncolytiques. Oncolytiques, ça veut dire qui tuent le cancer. Et donc, ce sont des virus qui sont naturellement ou pas d'ailleurs, ou qui sont modifiés pour aller tuer les cellules cancéreuses spécifiquement et pas les nôtres.
Attends, tu veux dire que donc là, l'idée, c'est qu'on va s'injecter soi-même un virus alors qu'on n'est pas malade, mais qu'on a un cancer. On va en plus se mettre un virus, mais que ce virus va s'attaquer au cancer. C'est ça, sauf que du coup, ce sera un virus qui soit n'a pas de danger pour les cellules saines naturellement, mais qui surtout, la plupart du temps, va plutôt être modifié pour n'attaquer que les cellules cancéreuses. Et ça peut même être un virus modifié pour faire toute autre chose, puisqu'il y a même des travaux à Lyon sur la souris qui ont donné des bons résultats sur des vaccins, en fait. Donc les virus inactivés contenus dans les vaccins, qui ne sont pas capables d'infecter des cellules saines, et qui sont quand même capables, dans les cellules cancéreuses, de leur donner l'ordre de mourir, en gros. Quand elles sont en présence de ce virus inactivé, elles envoient un signal de mort, comme si elles étaient vraiment infectées. Bon, on va pas vous dévoiler tout le dossier, en tout cas, vous le retrouverez ici. Et pour finir, alors attends, il y a un truc que tu me racontais, là, que tu racontais d'ailleurs dans le journal, c'est que le SARS-CoV-2, là, qui nous a créé tant de misère depuis plus d'1 an, eh ben, ça peut être un candidat maintenant pour nous aider contre le cancer? Exactement, oui, parce que on a tous remarqué que le virus du Covid, ça faisait quand même des bonnes grosses inflammations, c'est même comme ça qu'il tue. Et donc, en contrôlant cette capacité à créer des grosses inflammations pour la diriger spécifiquement sur les endroits où il y a une tumeur et pas sur les cellules saines, on pourrait justement recruter et booster le système immunitaire au bon endroit, pile poil sur la tumeur. Et ça, c'est des propriétés que pas tous les virus ont. Donc, c'est un virus qui intéresse les chercheurs. Donc ce virus dont on essaie de se débarrasser, finalement, va devenir peut-être une arme contre le cancer dans les prochaines années. Peut-être. C'est ça qui est beau, c'est la science, c'est magnifique. Alors voilà, exactement. Voilà, ça c'est une belle histoire de science qui, c'est pas des sujets qui sont drôles, mais on arrive à raconter des histoires assez extraordinaires. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions. J'en ai vu passer une tout à l'heure. C'était donc c'est Habibi qui nous demande quel est le plus dur sujet que vous ayez eu à traiter. Camille, est-ce que tu as une idée? Pour moi, les sujets les plus durs, on va dire que c'était les sujets, on va dire, où il fallait, enfin les sujets où il fallait justement bien creuser pour se rendre compte qu'en fait c'était de la merde. Et non, c'est vrai, parce que c'est les sujets piégeux et il faut savoir bien les remarquer, parce que du coup, on peut se retrouver des fois embarqué dans des enquêtes. On pensait faire un article un peu rapide et puis quelque chose met la puce à l'oreille dans une interview et on se dit c'est un peu bizarre. Et en fait, en creusant, on y passe beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu. Donc, et il faut savoir repérer ces petits signes qui disent attention, ça pue. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois et ça expose en plus, donc ça il faut aussi pouvoir le gérer, à des réactions de mécontentement de la part de la personne qui pensait qu'on allait dire du bien de lui et puis qu'à la fin on conclut que c'est pourri. T'as un exemple ou ça reste dans les secrets de fabrication? Ouais, j'ai un exemple, je vais pas donner des noms, mais par exemple une clinique qui faisait une méthode de rééducation qui vendait comme scientifiquement très solide, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à interroger un spécialiste de la question, mais qui n'était pas dans cette clinique-là, pour avoir un deuxième avis, ce qu'il faut toujours faire quand c'est une méthode un peu neuve, en fait, non seulement je me disais qu'il allait me dire que c'était un petit peu fragile, mais en fait, il m'a carrément dit que le concept même était l'inverse de ce qu'ils avaient, eux, prouvé qui marchait. Donc, en fait, ça n'avait aucun sens. Et donc là, on se retrouve dans une situation où l'article entier est retourné, quoi. On pensait qu'on allait dire un truc et il faut rebondir, il faut pivoter. Et ça, c'est très important de pouvoir le faire pour rester flexible. Et voilà, pour moi, c'était les sujets les plus durs, mais qui sont à la fin aussi les plus un peu gratifiants, parce qu'on se dit qu'on a bien fait son boulot et qu'on a réussi à repérer la petite bête. Marie de 111 qui dit genre étudions l'IA et on s'aperçoit que l'IA ne veut rien dire. Alors c'est marrant que tu donnes cet exemple parce que on a un spécialiste d'intelligence artificielle dans la rédaction, c'est Arnaud de Villard, et il a beaucoup enquêté sur ces questions-là et il a raconté dans plusieurs papiers justement que le problème de l'IA, c'est que parfois ça peut donner des résultats complètement absurdes, mais non pas parce qu'elle fonctionne pas, mais c'est parce qu'une IA a toujours besoin d'apprendre.
Et donc, tu lui donnes des exemples en lui disant, par exemple, des exemples de reconnaissance d'image. C'est la grande différence entre un algorithme, par exemple, et un jeune humain, c'est que un jeune humain, tu lui dis ça, c'est un chat, un enfant, un petit bébé, tu lui montres il va voir un deuxième chat, il va dire chat, ou l'exprimer d'une manière ou d'une autre, quoi. L'algorithme, pour qu'il puisse dire que ça, c'est un chat, il va falloir que tu lui en montres 100, 200, 300 peut-être, et après il va être très efficace. Mais si dans ta base de données tu te cours et que tout d'un coup tu mets par inadvertance une machine à laver et tu lui mets l'étiquette chat, eh ben l'intelligence artificielle elle va commencer à te sortir qu'une machine à laver peut être un chat parce qu'elle a eu un mauvais exemple. On a eu des exemples comme ça aussi sur la reconnaissance faciale où on s'est aperçu que ça marchait très très bien, mais seulement sur certaines populations, parce que c'était développé en Amérique du Nord, par exemple, sur une population, la population qu'ils avaient sous la main, majoritairement blanche, masculine, et que dès que tu passais sur des personnes de couleur ou des femmes, ça marchait beaucoup moins bien. C'est parce que l'échantillon de départ ne fonctionnait pas. Et donc ça, c'est aussi essayer de comprendre pourquoi est-ce que si quelque chose marche pas, pourquoi ça marche pas. Et là aussi, ça devient un sujet d'enquête. Hugo, c'est quoi, toi, le truc qui t'es le plus cassé les dents? Dans la réalisation ou Dans l'enquête. Non, c'est plus quand un sujet est compliqué, réussir à le rendre clair à la rédaction. Il n'y a pas de thème ou de sujet qui me viennent en mémoire. La première chose à laquelle j'ai pensé quand on demande quel est le sujet le plus dur, c'est celui où je suis ressorti de l'interview le plus retourné. Si j'en parle, c'était quand j'ai eu l'occasion on travaillait sur les troubles du stress post-traumatique et je suis allé à la Pitié-Salpêtrière et j'ai pu discuter avec une rescapée du Bataclan 3 ans après et qui vivait des troubles du stress post-traumatique très envahissants, très difficiles, et donc qui intégrait un essai clinique là-bas. Et voilà, on a fait l'interview, on a parlé de ce que c'était que ces troubles, comment ça se traduisait dans la vie quotidienne. Et quand je suis ressorti de l'interview, j'étais vraiment retourné. Rien qu'en y repensant, c'est un peu voilà. Donc ça c'est une rencontre qui était dur. Après, dans la difficulté journalistique, il y a des difficultés un peu tous les jours. Par exemple, on parlait des actus, des formats courts. Non, mais c'est vrai, un truc tout bête, réussir à faire rentrer le plus d'informations possible, en ayant en même temps, je sais pas, un texte qu'on est content de lire. Des fois, c'est pas facile. Je pense à ça forcément parce qu'on est en bouclage et qu'il y avait Rose là en train de me dire que ça déborde la maquette. Voilà, ça c'est les coulisses du journal. Ça, voilà. Camille, combien de fois je dis toi parce que tu es là, la pauvre, mais tu as fait des papiers qui pouvaient faire 3 ou 4 pages dans le journal, et on te dit tu peux nous en faire 350 signes. Alors les journalistes ils comptent en signes, c'est-à-dire les espaces, les caractères, espaces compris, donc ça fait genre une petite brève comme ça, quoi. Et Camille qui dit 4 pages, c'est un exercice. C'est un exercice. Mais ça, c'est le problème. Nous-mêmes, on est contraints parce qu'on a parlé avec Jean-Louis de maquette tout à l'heure. Mais une fois que la maquette elle est calée, que le titre il prend tant de place et qu'il y a tant de place en dessous, on peut pas rajouter un petit post-it pour rajouter un mot en plus. Donc il faut s'y tenir et ça. C'est ce qui est compliqué, c'est qu'il faut trouver à la fois une manière, du coup, quelles informations je peux supprimer sans que ça enlève du sens, et aussi quelle tournure de phrase utiliser pour que ce soit plus court. Enfin, c'est un vrai exercice de faire court. Oui. Alors, on avait une question de Claire THH qui nous demandait en même temps, c'est ça qui est difficile, savoir rester sur la question de départ quand on traite des sujets très larges et des petits tips pour une future journaliste. Alors, je vais te répondre sur les deux en même temps. Après, je pense que peut-être que sur le métier de journaliste, sur les quelques minutes qui nous restent, on pourra y revenir un petit peu. Mais c'est justement quand tu embrasses quelque chose de très très large, il y a un mot-clé chez les journalistes, c'est ce qu'on appelle l'angle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un article encyclopédique, on ne va pas faire un papier pour Wikipédia, où on va tout traiter. On sait que souvent, moi c'est ce que je dis, c'est que quelqu'un un journaliste qui a fait une bonne enquête pour faire 4 pages, il a généralement les moyens d'en écrire 40.
Donc, il l'écrit toujours avec une immense frustration parce qu'il va prendre 1/10 des informations qu'il a recueillies. Et souvent, le journaliste écrit dans la frustration. Mais ça va permettre de poser une question très, très précise. Par exemple, tout à l'heure, je ne sais pas, c'est un exemple facile, mais on parlait du Mégalodon avec Olivier Lascar. Il n'a pas fait un papier sur le Mégalodon, sa vie, son œuvre. Il est parti d'une actu et il a fait, mais qu'est-ce qui a fait que ce monstre des mers, qui faisait 15 mètres de long, qui a vécu 20 millions d'années, je rappelle que nous, ça fait même pas 3 millions d'années qu'on est là, 20 millions d'années, qui un jour, il a disparu. Donc, et il a attiré ce fil. Donc, il a posé une question très, très précise. Il y aurait plein d'autres choses à raconter sur le mégalodon. Et ça, c'est vrai pour tous les sujets qu'on traite, que ce soit en nature, en physique, en astrophysique, en santé, en histoire. On pourrait toujours raconter des tonnes d'histoires, mais on va se poser une question très, très précise par rapport à une actu et sur laquelle on va essayer de travailler cette question pour être le plus rigoureux possible. Voilà, ça s'appelle l'angle. Ça permet de répondre à une question. On ne dit pas le quart de ce qu'on sait, mais ça permet au moins d'être clair. Est-ce que vous voulez réagir sur ce point, Camille, Hugo? Des petits tips. Alors, les petits tips. Ouais, lire la presse, cultiver sa curiosité autant que son esprit critique. Le journaliste, c'est d'abord une passion de l'information. C'est-à-dire que moi, j'avoue que mon rituel du matin, le premier truc que je fais, c'est que ce soit par la radio ou autre chose, je regarde ce qui s'est passé dans le monde parce que besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut savoir nourrir sa culture de ce qui se passe dans le monde et après se poser les questions. Ensuite, on fera, je crois que sur une émission précédente, on avait déjà assez parlé de petits secrets, mais il y a des formations, il y a des écoles de journalistes qu'on appelle des écoles reconnues par la profession. Vous trouverez ça facilement sur Internet. Il y a des écoles qui sont reconnues par les journalistes, par les grands journaux, et ça vous permet généralement, c'est des écoles qui recrutent à Bac+3 et qui des formations, je crois, en 3 ans de mémoire, qui après ouvrent la porte sur des stages, qui permettent de faire une première expérience, puis sur d'autres stages, une deuxième expérience, et après petit à petit, on s'y met et on s'y colle. Oui, et comme dans tous les petits mondes professionnels, c'est important de se construire un réseau. Donc, il faut soit par une école de journalisme, par des stages, ce genre de choses. Moi, c'était par un stage que je suis rentrée chez Sciences et Avenir. Il faut être concis, oui. La concision est dans les actus notamment, c'est toujours un point important. On va bientôt arriver à la fin. Normalement, on a 1h30, on déjà dépasse, mais comme on a promis je ne sais pas si Camille et Hugo, vous avez encore 5 minutes. Oui. Alors, est-ce que vous ressentez l'influence des lobbies dans la recherche? Alors, Camille, c'est peut-être toi qui pourrais répondre à cette question parce que de par tes sujets, tu travailles parfois avec l'industrie pharmaceutique. Est-ce que c'est un poids? Effectivement, c'est un poids, non. C'est pas un poids du moment qu'on sait qui a financé l'étude déjà. Parce que tout de suite, quand on sait qui a financé l'étude, ça nous permet d'avoir un peu un recul critique, de dire est-ce que du coup c'est parce qu'il a financé l'étude que ses résultats vont dans ce sens-là. Il y a d'autres facteurs. Est-ce que c'est dans une bonne revue à comité de lecture, donc avec des experts externes qui ont bien relu la news, etc. Les lobbies, ils sont présents. Il faut pas le nier, mais ils sont pas non plus tout puissant et en général on peut vérifier l'information un peu de la même façon que les autres en multipliant un petit peu les sources. L'important, c'est juste de savoir quand il y en a un qui peut être derrière l'information. C'est aussi vrai, par exemple, pour les cigarettiers derrière les études sur la clope électronique, ce genre de choses. Donc ça, ils sont présents, mais ça, c'est pas. Je considère pas que ce soit un obstacle insurmontable. C'est juste une information à prendre en compte. Oui, merci pour ta question, Pierre Titoun. C'est vraiment un point intéressant, effectivement, parce que je dis souvent qu'un journaliste, c'est d'abord un enquêteur. Et donc, on se pose la question, et à chaque fois qu'on se pose la question, on part d'une information, mais on se pose la première question, c'est est-ce que cette information est vraie? Est-ce qu'elle n'a pas été biaisée par celui qui l'a formulée, qui l'a produite? Et là, voilà, la source, et est-ce que la source est fiable? Et donc ça, nous, on se pose la question, et ensuite, on pose les questions, on croise les informations, on essaie de voir si tout est cohérent. Parfois, on se trompe, mais on essaie en tout cas de toujours mener cette enquête jusqu'au bout pour que quand on écrit les choses, on soit
à peu près capable d'assurer qu'on n'est pas sous l'influence d'un lobby. Hugo, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, non, je sais pas, ça me fait penser à, comme je suis assez d'accord avec Camille, en fait, généralement, ils sont avec des gros sabots, hein, les lobbies, voilà, on le voit, mais même on reçoit plein de communiqués, etc. C'est aussi une façon de faire du lobbying auprès des journalistes. Généralement, ça se voit. Mais surtout, ça me fait penser à cette enquête, j'avais fait ça, je sais pas, il y a 3 ans. C'était une étude, alors une étude scientifique qui avait tout l'air, tout bien et tout sur le fait que certaines marques de sèche-main avaient tendance à disperser dans l'atmosphère les germes après le lavage des mains. Et en fait, en grattant un peu, on se rend compte que cette étude, elle était complètement supportée par un syndicat des papetiers qui font du sèche-main en papier, quoi. Et qui donc faisait faire des études sur les sèche-mains à air pulsé de cette célèbre marque, voilà, pour les dézinguer. Et ce qui est marrant, c'est que de l'autre côté, ils en font autant. Donc ils se battent par études interposées comme ça. Et ouais, non, c'est complètement. Donc oui, ils sont là, mais enfin, franchement, moi j'ai l'impression que généralement on les voit venir, de loin quand même, quoi. Cet exemple qui est marrant parce qu'il parle à tout le monde, il est particulièrement intéressant aussi parce qu'on se rend très bien compte qu'il y a aussi un souci, c'est que si vous voulez évaluer, si vous voulez poser cette question, est-ce qu'un sèche-main, est-ce qu'on disperse plus de bactéries en séchant les mains, en mettant les mains comme ça dans le sèche-main ou en s'essuyant les mains, allez trouver une université, un projet de recherche, un doctorant qui pourra assurer ça. Ça demande des fonds qui sont énormes de faire de la recherche. Et la recherche publique, elle a son chemin, donc c'est des questions qui généralement ne sont aussi abordées que par des gens qui ont des conflits d'intérêts quelque part. Donc c'est des recherches qui sont généralement financées par des industriels, mais parce que la recherche publique n'est pas sur ces terrains-là. Donc c'est difficile. C'est ça, donc on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il se peut que ça peut être financé par un lobby et être tout à fait valable ou avoir beaucoup d'informations qui sont intéressantes et qui sont vraies. C'est ce qu'il faut faire gaffe. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est de bien voir si ça n'a pas présenté qu'une partie de l'information vraie et qu'on ait quand même l'autre partie, quoi. Parce que ça, c'est ce qu'ils peuvent faire par contre. Le financement seul par un industriel ne discrédite pas automatiquement une étude. Non. Il permet d'abord que cette étude ait lieu. Et alors, juste pour boucler la boucle sur mes sèche-mains, l'important, si vous lavez très bien les mains, vous les séchez comme vous voulez, c'est pareil. Voilà. Mais vous continuerez à avoir ce genre d'actu sortir. Oui, parce que tes bactéries, elles sont parties avec ton savon pendant tes 20 secondes de rinçage. Là. Ouais, elles sont parties dans le lavabo avec la flotte. Donc, déjà, quand on se lave les mains, c'est bien. Voilà. Je pense que les gens ont compris. Oui, non, mais c'est typiquement, voilà, on parlait de comment on construit une étude. Là, ici, pour mener une étude comme ça, tu pars du principe que tu t'es mal lavé les mains et que tes mains sont encore pleines de germes au moment où tu te les essuies. Ce qui, au moment de construire l'étude, est assez compliqué. Tu vas demander à des gens, lavez-vous mal les mains pour que ton étude soit solide. Bon. Mais oui, mais c'est la science, c'est pas toujours facile à faire. En tout cas, pour finir, le protocole. Ouais, absolument. Le protocole, c'est la manière dont on met en œuvre l'expérience. En tout cas, pour finir sur ce point, on a la chance, nous, en tout cas, à Science et Avenir, d'être nous-mêmes totalement indépendants. Et moi, j'en suis le garant en tant que rédacteur en chef, mais en tout cas, jamais on ne nous dit fais un papier sur tel sujet parce que, par exemple, il y a de la pub ou parce que c'est le copain d'un tel et qui dirait des bonnes choses sur tel produit ou telle recherche. Ou de même, ça n'arrive jamais qu'on nous dise ce sujet-là, tu n'en parles pas parce que c'est gênant. Voilà, on a de la chance de travailler, nous, dans un média où les journalistes sont des journalistes scientifiques professionnels avec de l'expérience et totalement indépendants. Donc, à notre niveau au quotidien, dans la journée, cela n'arrive jamais. Et je pense que tant que nous serons là, nous veillerons à cela pour vous assurer d'une information impartiale. Sabi, tu nous demandais si tu pouvais nous citer comme source. Eh bien voilà, c'est là. Tant que tu cites les gens, tu cites la source. C'est la différence entre le plagiat et la citation. C'est que si tu reprends le contenu de l'article de Camille et que tu le signes en le disant sur ta chaîne YouTube en disant voilà ce que je vous ai raconté, ça pose un problème
En revanche, si tu fais ta propre enquête et tu dis, comme je l'ai lu dans les Sciences à venir, dans un article signé de Camille Gobert, où elle nous explique que le virus du SARS-CoV-2 pourrait être une piste pour traiter certains cancers, tu fais un travail de citation et tu relais le travail de Camille et tout ça se passe très bien. Voilà, on va arriver, je crois, au terme de cette rencontre. J'étais ravi de partager avec vous. Vous avez encore quelques jours pour acheter ça. Le mois prochain, on vous emmènera en voyage. Alors, j'ai pas le droit de vous montrer. Non, j'ai pas le droit de vous montrer ça. Donc, je vous ai rien montré. On va partir sur un tour de France de trésors scientifiques. Je ne peux pas en dire plus. Ça sort le 1er juillet. Méconnu, des choses que vous ne savez pas, comme vous serez nombreux à partir en France. On voudrait partir en quelque sorte avec vous. On s'est mis tous autour d'une table et pour vous donner quelques petits secrets pour alimenter vos vacances et vos voyages. Ça sort le 1er juillet. Faites-le savoir. On se retrouve très vite. Merci à tous. Merci la petite Bibi. Oui. Merci à tous, Marie de 111, Marie Bellac, Marie de 111. Merci à tous, merci pour vos questions. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Twitch. Donc Hugo, tu me rappelles quel est le sujet? Le prochain Twitch? Absolument. Non. Camille? C'est Olivier qui sait ça. Oui. Il est parti. Désolé, jeudi, comme tous les jeudis, 17h30, ce sera annoncé sur notre site. Rendez-vous sur twitch.tv/science et avenir. On est absolument ravis de partager ces moments-là avec vous. Faites-le savoir qu'on est là, parce que si vous voulez que ça dure, il faut que la communauté grandisse. On se retrouve chez les marchands de journaux, on se retrouve sur Facebook Science et Avenir, plus de 2 millions de personnes. On se retrouve sur le site web. On se retrouve avec Valentin. Valentin, tiens, est-ce que tu veux bien nous faire un petit coucou? Éventuellement, voilà, tu peux mettre ton masque sur tout ton visage. Voilà, je vous présente Valentin qui rend tout cela possible et qui est toujours ce lien si précis, si précieux avec vous. Merci beaucoup Valentin pour ton intervention. Salut tout le monde. Et c'est grâce à sans toi tout ça ne serait pas possible, tout ce que tu fais dans les coulisses. Merci beaucoup, merci surtout à vous. Merci Science de Comptoir, merci à vous d'avoir été là, merci pour vos questions. Et donc jeudi 17h30 comme tous les jeudis, on se retrouve. À bientôt. Salut. Ciao. Salut.